Nous ouvrons ce Trends des marchés par les bourses européennes. Elles ont marqué le pas, les investisseurs se montrant plus attentistes après le récent rebond nourri par l'espoir d'une résolution du conflit au Moyen-Orient et d'une normalisation du trafic dans le détroit d'Ormuz. Sur Euronext Bruxelles, Aperam a profité d'un conseil d'achat des analystes de Jefferies. Hors indice, Iloris a accéléré son redressement après sa chute des 2 derniers mois. Du côté des baisses, UCB a de nouveau subi des prises de bénéfices avec une 3e séance de baisse consécutive. Colruyt a chuté dans le sillage d'une note négative des analystes de JP Morgan qui ont réduit leur objectif à 24,85 €. Le secteur du luxe européen vit un véritable chemin de croix avec la guerre au Moyen-Orient, un marché essentiel s'il en est. Jean-Marc Turin, bonsoir. Jean-Marc, les marques n'affichent pas une bonne santé et c'était exemplifié par Hermès qui a sorti des résultats un petit peu en baisse. Tout à fait. Et la réaction a été assez violente. Si vous regardez Hermès dans les premiers échanges, c'était moins 14%. C'est un record historique en séance, même si elle a clôturé à moins 8%. Il faut bien se rappeler qu'Hermès, c'est un peu la pépite du secteur. C'est le super luxe. L'ultra luxe, et donc c'est considéré comme la plus résiliente. Or, si on regarde depuis février l'année passée, le titre est quand même en baisse de quasiment 50%. Les chiffres qui ont été publiés, en fait, ils n'étaient pas si mauvais que ça dans l'absolu. Vous avez une croissance organique de 5%. C'est un peu moins que le consensus qui était à 7%. Ce qui se passe, c'est évidemment l'impact de la situation au Moyen-Orient. Voilà, au Moyen-Orient. Si on regarde en mars, les ventes à Dubaï ont baissé de 40%. Et disons que c'est un marché qui représente 5% du groupe, mais c'est une partie qui est en forte croissance. Et il faut voir qu'Hermès, aujourd'hui, ça se traite à 34 fois les bénéfices. La moyenne historique à 5 ans, c'est 48 fois. Et c'est clair que quand on est dans ces sphères-là, en termes de valorisation, il n'y a pas la moindre place en fait pour la déception. Hermès n'est pas le seul acteur à traverser, je dirais, une tempête, puisque Kering est aussi en baisse de 8% aujourd'hui après avoir publié ses résultats hier. Kering, c'est Gucci, donc. Tout à fait. Disons que Kering, c'est beaucoup de choses, mais disons Gucci, c'est ce qui tire à l'attention aujourd'hui parce que c'est un peu la division à problème avec effectivement des ventes qui sont en baisse de 8% sur un an. Là aussi, le Moyen-Orient joue un rôle. Mais je dirais que la vraie mauvaise surprise pour Gucci, c'est ce qui se passe en Chine, qui est un de leurs marchés historiques. Et là, les ventes sont en recul de 15%. Pourquoi les Chinois se détournent de ce genre de marque ? Oui, ils se détournent, il y a plus de concurrence locale aussi. C'était un peu mieux aux États-Unis. Et globalement, pour le groupe, ce n'était pas catastrophique. Si on regarde, on a croissance organique de 0%. C'est pénalisé par les effets de change. Voilà, ce qui se passe chez Kering, c'est assez différent de la story de Hermès. Vous avez une grosse dégringolade en 2021. Il y a un redressement qui s'est amorcé avec le nouveau CEO qui vient de chez Renault. Et les chiffres d'aujourd'hui, ils montrent qu'on a la fin de la dégringolade, mais pas encore vraiment de reprise. Oui, Luca De Meo, l'ex-CEO de Renault. On a parlé de Hermès, Kering, on va parler de LVMH qui en fait a déjà donné le ton, c'était lundi. Comment on peut expliquer le déclin du secteur ? On a déjà évoqué à demi-mot la clientèle chinoise qui se détourne un petit peu de ces marques historiques. Si on prend un peu de recul, disons que c'est un secteur qui a super bien fait dans la période post-Covid. Et depuis 2 ans, c'est un peu plus difficile. Il y avait l'espoir que cette année soit une année de reprise. Et puis, c'est douché en fait par ce qui se passe au Moyen-Orient. Comme on l'a dit à Dubaï, vous aviez un bon début d'année, mais en mars, vous avez des volumes qui baissent de 30 à 50%, donc c'est massif. Si on regarde ce qui pèse sur le secteur, vous l'avez dit effectivement, il y a la Chine, où là, disons que la Chine ralentit, premièrement, les habitudes de consommation changent un petit peu, notamment par rapport au luxe, et vous avez l'émergence des concurrents locaux. Un deuxième effet très défavorable, c'est le change, avec l'euro qui a été fort, et donc ça pèse, voilà. Tout ce qui perturbe le tourisme, donc ce qui se passe maintenant, moins de tourisme, c'est moins de consommation de produits de luxe. Et puis il faut quand même dire que le secteur avait quand même relativement forcé sur les hausses de prix, et donc ils ont un peu le retour de manivelle. La bonne nouvelle, c'est que les valorisations se sont vraiment améliorées. Maintenant, voilà,
pour ce secteur-là, il y a besoin que la situation se normalise au plus vite au Moyen-Orient, parce que là, ils sont quand même au cœur du cyclone. Une dernière chose, on passe du luxe à la tech, et là aussi, un grand acteur a dévoilé des résultats, c'est ASML, et on peut dire que les résultats sont robustes. Oui, très robuste sur toute la ligne. Si on regarde le chiffre d'affaires, les marges, le résultat net, c'est au-dessus des attentes. Le commentaire du CEO qui dit que la demande est toujours largement supérieure à l'offre. Demande qui vient de l'IA et donc qui demande beaucoup de puces avancées pour la logique, pour la mémoire. Donc, c'est évidemment tout bon, ça, pour ASML. Après, le titre a quand même baissé un peu aujourd'hui parce qu'ils ont... La guidance sur l'année a été revue, mais elle est un peu plus prudente sur le deuxième trimestre. Et il faut dire que le titre avait déjà eu un beau parcours avec près de 40% de hausse depuis le début de l'année. Donc, c'est une respiration assez normale. Voilà, petite zone de turbulence pour le luxe. Pour la tech et ASML, par contre, ça va bien. Merci Jean-Marc. Merci. Et voilà qui marque la fin de ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.